Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Nantsa Burlet, je travaille chez Sanofi dans la division Patient Solutions. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous et avec mes deux partenaires ici, Thomas et Adèle, sur le sujet de l'intelligence collective et également la santé publique. Santé publique, bien sûr, puisque Sanofi est impliqué dans la vaccination. Et la vaccination, c'est justement un thème qui nous a intéressés d'aborder avec des partenaires privés de type start-up pour mieux comprendre deux questions essentielles. La première est pourquoi est-ce que le taux de vaccination, le taux de couverture vaccinale est si faible en France? Et pour vous donner un exemple, je vais illustrer avec la rougeole. Et l'année dernière, vous avez certainement entendu des cas de personnes jeunes, en bonne santé a priori, qui avaient contracté la rougeole et certains sont décédés. On parle de 2700 individus et d'une dizaine de patients décédés. Donc ça nous mène quand même à une question qui est pourquoi ces patients sont passés à travers le filtre du calendrier vaccinal, pourquoi ces personnes n'ont pas bénéficié ou n'ont pas été alertées par les professionnels de santé et comment on en arrive à cette situation où en France on a moins de 85% de taux de couverture vaccinale contre la rougeole et il faut savoir qu'en deçà de 95%, le virus circule facilement et attaque les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est finalement l'accès à la vaccination. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que réellement c'est un problème en France? Est-ce que c'est compliqué d'avoir accès, de trouver un médecin qui vous vaccine? Est-ce que c'est ça la barrière, le frein qui fait que les personnes finalement baissent les bras? Donc ces deux problématiques, on les a traitées de manière extensive au sein de Sanofi pendant des dizaines d'années. Et je dirais que peut-être le point de départ a été après la pandémie de 2009, de la grippe pandémique, où il y a eu littéralement une défiance. On peut littéralement parler de défiance de la part de la population vis-à-vis des compagnies pharmaceutiques qui fabriquent des vaccins, vis-à-vis des autorités de santé qui avaient prédit l'apocalypse, ce n'est pas arrivé, c'est une bonne nouvelle, et qui avaient forcé les gens à se faire vacciner de manière massive. Donc, dans ce contexte-là, les gens, l'année suivante, ont dit « Ah ben non, moi ça va, on m'a dit que j'allais mourir, je ne suis pas mort, donc j'arrête la grippe, j'arrête d'ailleurs le reste. Et puis mes enfants, finalement, ils attraperont bien une maladie, ils seront protégés. » Donc il y a eu ce genre de raisonnement qui n'est pas complètement faux, mais je dirais qui ne donne pas les meilleures chances à un patient ou à un individu d'être protégé. Ce qu'on a vu également, ça c'est avec les réseaux sociaux, c'est l'émergence de fake news de manière virale, c'est le cas de dire, mais qui sont éminemment prévalentes, je dirais, qui sont au top dans les recherches Google et qui sont menées par des groupes anti-vax qui véhiculent des informations qui sont totalement erronées. Je prendrai ici comme exemple, toujours avec la rougeole, la publication d'un scientifique anglais qui d'ailleurs a été rétrogradé, qui a perdu sa licence. Et ce scientifique prétendait que la vaccination contre la rougeole donnait l'autisme. Voilà. Donc beaucoup de parents ont immédiatement stoppé la vaccination. Et on observe au UK des cas de rougeole chez les adultes et des cas mortels aussi. Alors le projet... on en vient finalement là où c'est intéressant, c'est nous avons travaillé longtemps pour améliorer ces taux de couverture avec les autorités, avec les médecins, avec les professionnels de santé, les nurses, les pharmaciens. Et on observe toujours un résultat qui est extrêmement mitigé. Donc l'idée ici, c'était de se rapprocher de gens qui ont des idées qui sont capables de mettre en œuvre rapidement et qui ont peut-être une solution pour nous, et notamment avec l'intelligence collective qui repose finalement sur
l'apport de tout un chacun, la contribution de tout un chacun à une problématique. Et maintenant, Thomas va certainement vous expliquer en détail comment on a organisé ce programme et quels ont été les résultats. Merci. Merci Nansa. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Thomas Landrin, je suis cofondateur et CEO de Juggle, qui veut dire Just One Giant Lab. Et c'est une nouvelle plateforme en ligne qui permet en fait de mettre en relation des citoyens qui veulent s'engager avec des projets, qui veulent s'engager sur des projets scientifiques. L'idée étant justement en fait de faire grossir et de diversifier en fait le pool de personnes qui peuvent venir contribuer à l'avancée de la science et des technologies, voire ce qu'on appelle des communs en fait scientifiques et technologiques. C'est un grand enjeu puisque aujourd'hui on ne peut pas résoudre tous les problèmes en ayant juste une approche type start-up, c'est-à-dire en ayant en fait une approche privée, interne, exclusive. Il y a un besoin énorme en effet de pouvoir avoir des briques qu'on peut partager et qui permettent d'accélérer l'ensemble d'un écosystème. Et donc, on s'est posé la question, en effet, avec Sanofi, comment on pouvait servir les besoins de la vaccination, finalement, avec une approche d'intelligence collective et de commun. Donc, on a monté ensemble un programme qui s'appelle Coimmune et qui a justement pour cible de mieux comprendre les enjeux contemporains de la vaccination avec une approche de science participative et ouverte. Et donc, pour ce programme, on l'a réalisé en fait pendant à peu près 3 mois, de septembre à décembre. On a testé justement cette approche et on a permis à finalement qui le voulait. Et donc, on s'est retrouvé comme ça avec à peu près 200 personnes qui sont mobilisées. Et ça a été autant des étudiants que des professionnels et qui ont ensemble constitué des équipes. Vous connaissez certainement en fait le format hackathon, c'est pas ce qu'on a fait. Ici, l'idée c'est vraiment en fait de donner du temps, en fait, de vraiment en fait de permettre à ces personnes-là en fait de construire un peu comme si on était dans une équipe de recherche, donc d'être encadré aussi par des mentors et de pouvoir avoir des moments de sprint si nécessaire avec des partenaires qui viennent apporter leur expertise. Et donc, on a ici un enjeu qui était d'identifier finalement quelles étaient les véritables problématiques et quelles étaient les briques aussi à construire. On a autant vu des projets naître de ce programme que des projets rejoindre en fait, des projets déjà existants. Et donc, pour vous donner quelques exemples de ce qui s'est produit, on a par exemple eu des projets qui sont nés... On est évidemment aussi sur un temps court, donc on a été faire du prototypage rapide. Donc on a utilisé une approche très data, très numérique, et donc la plupart des projets se sont appuyés sur des données qui étaient ouvertes, donc déjà disponibles, qui étaient en ligne. Alors la problématique des données, c'est qu'elles sont très dispersées. Et donc il a fallu aller les chercher, les identifier, les classifier. Et donc un des projets qui est né et qui est encore en cours en fait de développement, c'est la création d'un Open Data Lake. L'idée étant justement de pouvoir faciliter retrouver en fait ces données-là, ne pas aller les chercher soi-même, mais en fait d'aller à une seule adresse. Et de que prochainement, si quelqu'un vient travailler en fait sur des données liées à la vaccination, il puisse directement en fait les reverser en fait dans ce data lake qui soit à nouveau accessible en fait avec une adresse unique. Donc il y a un gros enjeu pour encore une fois ici faciliter tout l'ensemble d'un écosystème. On a des projets qui ont été ciblés les réseaux sociaux pour essayer de comprendre par exemple quelle était la relation de la population à l'hésitation vaccinale, à la vaccination en général. Donc il y a un projet par exemple qui a réalisé un algorithme qui permet de regarder en temps réel le sentiment général de la population face à la vaccination sur Twitter. Comment ça se passe? Vous prenez en fait, vous extrayez tous les tweets qui sont reliés à la vaccination et vous faites une analyse sentimentale. Vous repérez en fait les types d'expressions qui sont utilisées dans les tweets et vous en déduisez en fait une humeur. Et donc après vous pouvez les classifier. Vous pouvez faire ça par région, par âge, par temporalité. Et tout ça, c'est un algorithme qui a été produit et documenté en ouvert, puisqu'en effet, tout ce qui se passe, que ce soit sur Coimmune ou sur Juggle en général, est open source. Donc on est vraiment en fait sur cet esprit de commun. Donc ça veut dire que c'est un algorithme qui peut être repris, recopié ou adapté, ou simplement que demain, si ça vous intéresse, vous pouvez venir rejoindre aussi le projet pour l'améliorer. On est un peu comme sur Wikipédia, mais pour la science ici, si vous voulez. Un autre projet, lui est arrivé de Turquie, par exemple, et il existait déjà. C'était un projet qui se développait en fait maintenant depuis 2 ans et qui faisait face. La Turquie fait face à une problématique bien particulière en termes de vaccination, c'est qu'ils ont un afflux énorme en fait d'immigrés venant de Syrie. Et donc ces familles réfugiées, elles sont dans un cas où elles sont souvent vivent dans des camps et elles n'ont pas forcément une bonne compréhension en fait, des enjeux de santé locaux et comment ils peuvent faire appel justement aux services de santé locaux.
Et donc ce projet qui s'appelle ERA a créé une application qui est vraiment adaptée à l'utilisation dans les camps par les familles syriennes en particulier, pour pouvoir en fait avoir un agenda vaccinal et pouvoir le suivre correctement, puisque comme vous pouvez le savoir certainement, il ne faut pas juste se vacciner une seule fois, il faut avoir des rappels, et la régularité de ces rappels est extrêmement importante pour l'immunisation. Sinon, en fait, le taux de succès baisse drastiquement. Voilà, donc on a eu comme ça une vingtaine de projets qui sont nés, donc assez rapidement finalement, et qui a montré qu'il y avait un enjeu très fort, il y avait une demande et que ça plaisait. Évidemment, c'est qu'une preuve de concept, et on voit bien en fait qu'avec le coronavirus, on a ici l'occasion aussi en fait de continuer ce genre de démarche. On a besoin d'intelligence collective à ce niveau-là pour pouvoir permettre justement à des acteurs qui peut-être on n'avait pas identifié de pouvoir venir contribuer. On commence à voir d'ailleurs l'apparition de hackathons dédiés à l'analyse du génome du coronavirus, parce que la Chine en fait a libéré en ouvert le génome de ce virus-là. Et donc voilà, comment finalement on essaie d'avancer plus vite en permettant en fait d'avoir plusieurs solutions potentielles qui apparaissent à différents endroits, aussi de manière indépendante potentiellement, et de pouvoir en fait les comparer et d'arriver finalement par compétition à une solution optimale. Voilà. Et alors avec Adèle qui nous a rejoint sur ce programme en tant que partenaire avec Capcode, pour nous c'était très important parce que la plupart des personnes qui étaient participants dans ce programme étaient souvent des personnes qui n'étaient pas experts, soit pas forcément experts de la médecine, soit pas experts de la data. Ils avaient chacun une expertise différente. Et donc il y avait un véritable besoin d'accompagnement. Et donc l'idée c'est pas juste de dire si vous y connaissez rien, ça sert à rien de participer. Non, au contraire. L'idée c'est que lorsqu'on participe à un projet, que ce soit de recherche ou d'innovation, finalement on apprend en fait en faisant. Donc il faut juste être bien accompagné, et donc on a fait comme ça appel à des acteurs comme Adèle et Capcode qui étaient très volontaires et qui ont compris en fait le sens de cette démarche-là, et on peut venir en fait en effet accompagner les participants et les aider en fait à avancer plus vite. Donc je pense que Adèle, tu peux peut-être raconter ton histoire. Merci beaucoup, c'est une très bonne transition par rapport à la partie Capcode. Juste un petit mot d'introduction. Je m'appelle Adam Ebarki, je suis cofondateur de la startup Capcode. On est dédié à l'analyse des réseaux sociaux, donc ça fait sens par rapport au sujet de la vaccination, d'un point de vue médical. Donc globalement, on va analyser, récupérer des informations sur le web communautaire, donc tout ce qui est forums médicaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, non pas LinkedIn, YouTube, etc. Et l'objectif pour nous, c'est d'adresser des problématiques de santé publique. Donc vous voyez assez naturellement le lien autour de la vaccination. Et je fais une petite aparté sur comment s'est construit Capcode, et ça fait aussi lien avec Coimmune, parce que alors moi j'ai cofondé cette start-up avec un médecin et un pharmacien qui ont donc du coup l'expertise médicale, l'expertise épidémiologique. Moi je suis un ingénieur, donc si vous voulez, j'avais pas une culture médicale aussi importante, notamment sur ces sujets-là. Et c'est exactement le fonctionnement de Coimmune qu'on a eu en interne au tout début de la création de la startup. C'est-à-dire qu'on a créé une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs, des personnes qui viennent de la santé publique, d'autres qui viennent de la data science, notamment en économie. Et l'objectif de cette équipe-là, c'était de créer des algorithmes qui avaient du sens médical et d'avoir une volonté de mieux comprendre le comportement des patients au quotidien autour de problématiques de santé publique qui sont très larges, qui peuvent être dans des maladies chroniques, type diabète ou insuffisance cardiaque, dans la vaccination, dans les addictions, etc. Donc, notre ADN s'est construit sur l'intelligence collective. Alors, à minima, dans une échelle très, très restreinte, si on compare à des projets d'envergure de type Coimmune. Mais c'est assez naturel pour nous de collaborer avec des chercheurs, des entités externes, des personnes au niveau individuel, pour créer des choses qui ont du sens d'un point de vue médical et qui ont un impact. Donc ça, c'était pour expliquer pourquoi on est là. Et dans nos enjeux et dans nos développements, on a tout un enjeu autour de la vaccination, parce que, et je fais écho à ce que disait Nansa, les fake news, on sait aujourd'hui qu'un peu plus de 50% des fake news dans le web sont autour de la vaccination. Et donc, si on parle de rougeole et d'autisme, je vous confirme que l'idée reçue est toujours présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs assez affligeant quand on regarde les échanges, sachant qu'il y a un phénomène assez intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que il y a trois grands groupes de personnes qui parlent autour de la vaccination. Il y a les pro-vaccins qui vont expliquer l'intérêt médical, etc. Il y a les anti qui sont
donc du coup avec des idées reçues, etc., qui vont démontrer que non, il n'y a pas d'intérêt avec des sources très peu fiables. Et il y a les hésitants. Et pour nous, l'enjeu réel aujourd'hui, il est sur l'explicabilité de pourquoi ces hésitants, quels sont les motifs d'hésitation, et comment on peut faire en sorte d'amener de l'information validée, scientifique, médicale, qui va dans le sens de la santé publique. Donc, tout ça pour dire que c'est un réel enjeu pour nous, et on a rejoint assez naturellement Joggle et Sanofi sur Coimmune, parce que ça correspond à notre ADN en termes de valeurs, mais aussi parce qu'en effet, alors on est une start-up, on veut amener une brique technologique, on veut amener une expertise, une connaissance, mais on est aussi conscient que dans ces problématiques de santé publique aussi importantes, nous ne pouvons pas être la seule réponse à ces problématiques. On n'amène qu'une partie de l'information qui est uniquement comprendre l'état aujourd'hui des discussions et des sujets de discussion autour de la vaccination. L'enjeu pour nous, il est de contribuer à une réponse plus globale, avec notamment les exemples qu'a donné Thomas, qui vont amener une réponse validée, scientifique, organisationnellement possible, pour pouvoir adresser les problématiques qu'on va identifier en amont sur ce que disent les patients autour du sujet. Donc c'est assez important pour nous de montrer que on amène une brique, mais cette brique doit être vue de manière plus globale et doit être accompagnée de différents acteurs, de différentes initiatives qui vont dans ce sens-là. Et je terminerai sur un seul petit point. On parle beaucoup d'intelligence collective dans beaucoup de secteurs d'activité, et notamment en santé. Et c'est pas forcément... alors c'est extrêmement intéressant de pouvoir en parler comme ça dans des présentations, mais on ne parle pas que de PowerPoint, c'est des sujets qui ont déjà démontré leur efficacité. Si on prend un exemple concret, et je m'arrêterai là après, la Harvard Medical School, en 2014, je crois, avait fait une initiative où ils avaient un algorithme de séquençage du génome qui prenait à peu près 2000 minutes pour séquencer un génome de manière fiable. Et ils ont travaillé pendant 1 an sur l'optimisation de cet algorithme-là. Donc au bout d'1 an, ils ont pu diviser par 5 le temps de calcul sur le séquençage du génome. Et ils ont essayé quelque chose qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont créé une initiative pendant 2-3 semaines, je crois, avec de l'intelligence collective. Ils ont ramené des chercheurs d'un peu partout, et pas forcément que de la santé, et des individus, des citoyens. Et en fait, en 2 semaines, ils ont pu diviser par 240 le temps de séquençage du génome. Donc on ne parle pas de sujets uniquement qui sont beaux d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue valeur, mais qui ont un vrai impact médical et scientifique sur les sujets qu'on peut adresser. Voilà. Merci Adèle. Peut-être qu'on va ouvrir pour des questions-réponses afin qu'on puisse vous donner peut-être plus d'informations et des informations qui iraient auprès de Thomas, Adèle ou moi, que vous souhaiteriez que l'on adresse. Quelle question? Quelqu'un se jette à l'eau peut-être? Ou bien je vais peut-être poser la question. Une première question pour toi. Finalement, Thomas, quel est l'intérêt de faire un partenariat avec un groupe comme Sanofi? Alors, ce qu'il faut voir, nous-mêmes, en fait, on est une association basée à Paris. Et c'est vrai qu'on fait de la recherche. On fait la recherche participative, on crée des communs, et donc on pourrait se poser la question, pourquoi vous n'avez pas été plutôt voir, je sais pas moi, l'ANR ou une fondation, pourquoi on a travaillé finalement avec une entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre enjeu, c'est de vraiment travailler avec les acteurs qui sont aussi au plus près des questions qu'on veut adresser. Donc c'est pas seulement travailler on veut travailler finalement avec toutes les parties prenantes. Et il faut pouvoir aussi adresser ces problématiques rapidement. Et aujourd'hui, les entreprises comme Sanofi ont quand même une capacité d'action qui est beaucoup plus rapide en fait en termes d'adressage que par exemple, que ce soit des fondations ou des institutions publiques. Donc ça, c'est un gros avantage. Et évidemment, il y a un savoir-faire. On a beaucoup bénéficié, en effet, que ce soit toi, Nansa, ou Diane, aussi dans l'équipe de Sanofi. Ça a été très, très, très apprécié. Et derrière, on a, nous aussi, également, la possibilité d'imaginer
adresser des problématiques qui vont pouvoir continuer à être accompagnées. Et ça, c'est vraiment un enjeu très important pour nous, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juste faire en sorte que il y a des personnes qui réalisent une preuve de concept ou qui en fait, sentent qu'ils sont sur quelque chose, mais eux-mêmes doivent commencer à identifier en fait, les partenaires avec lesquels ils vont devoir travailler pour pouvoir en fait, continuer leur effort. Le fait d'avoir un acteur comme Sanofi qui est majeur dans l'écosystème et qui a la capacité aussi d'accompagner des projets, c'est vraiment un avantage, pas seulement donc, pour la création d'un tel programme, mais aussi pour les projets qui vont être créés. Les projets, évidemment, sont libres de choisir avec qui ils ont envie de travailler, mais aujourd'hui, lorsqu'on veut faire avancer une solution en tournant la vaccination, Sanofi reste un partenaire majeur. Voilà, donc ça, c'était vraiment un gros avantage. Merci Thomas. Je vois une question au milieu de la salle. Attendez, un micro arrive. Je pense que c'est parce que je crois que c'est retransmis en direct. Ouais. Oui, ma question ça aurait été quel est l'avantage justement qu'en tire Sanofi dans cette collaboration avec les startups? C'est une excellente question. C'est vrai que ce n'est pas des partenariats très naturels. Et ce partenariat-là s'est fait notamment dans une petite entité de Sanofi qui est l'Innov Lab de Sanofi, qui travaille justement sur des nouvelles approches et sur essayer de rencontrer des partenaires qui ne sont pas nos partenaires naturels. Je vais vous surprendre, mais le patient ne l'est pas. En France, on ne peut pas parler directement au patient. On ne peut pas faire de la publicité. On peut uniquement donner des informations sur une maladie, des maladies, la vaccination au sens large. Mais ce n'est absolument pas des messages qui sont ciblés et qui pourraient être reçus, je dirais, de manière efficace dans le sens où elle se transformerait en une action. Je vais voir mon médecin, je me fais vacciner. Donc on a finalement un réseau qui s'arrête au niveau du patient et qui est au niveau des professionnels de santé. Et au-delà, on n'arrive pas à toucher ces gens-là. Et pour nous, de pouvoir travailler avec Juggle, c'était finalement laisser aux citoyens la liberté de s'emparer de la problématique de la vaccination, de l'hésitation vaccinale, comment aller plus facilement obtenir un vaccin. Et c'était leur demander, mais finalement, qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce que vous voulez, comment vous souhaitez qu'on opère, et pouvoir obtenir certaines réponses qu'ensuite on essaiera de développer dans des projets futurs. Mais à titre, je dirais, de compagnie, on n'a malheureusement pas cette possibilité. On peut toujours faire du social media monitoring et dire on parle encore de la rougeole aujourd'hui, c'est pas chouette, ou oh là là, la grippe, il y a encore des fake news, on m'a vacciné, j'ai eu la grippe. C'est pas possible puisque c'est un vaccin qui est non vivant. Qui ne se reproduit pas. Donc, il y a plein de choses comme ça, on les voit passer, mais on est juste observateur. Et là, on voulait être dans l'action, et le moyen, notre bras armé, je dirais, c'était de coopérer avec une start-up qui avait les mêmes valeurs, qui avait les mêmes centres d'intérêt, et une méthodologie complètement différente. L'idée aujourd'hui, c'est il faut être rapide, il faut être efficace, il faut parfois think out of the box. C'est un peu ça le concept derrière. Oui, une question ici, à ma droite. Bonjour, bravo pour le projet, félicitations. Ma question était, en fait, si je comprends bien, le point de départ, c'est les canaux digitaux ou les réseaux sociaux et essayer de comprendre le contexte à partir de ces canaux-là. Qu'en est-il des citoyens qui ne sont pas forcément digitaux? C'est-à-dire que est-ce que c'est directement transposable à ces citoyens-là? Est-ce qu'on peut imaginer un déploiement direct ou avec ajustement? Qu'en est-il de ces non-digitaux? Je vais me permettre de répondre rapidement. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, dans l'état actuel, en effet, du programme, on n'a pas les outils nécessaires, en fait, et le temps nécessaire, en tout cas, dans cette première phase, pour pouvoir aller chercher, en fait, physiquement, sur place, en fait, ce type de données. Cependant, pour vous donner en fait deux exemples de comment ça peut se produire. Un des projets qui a été réalisé pendant Coimmune est un projet de design d'un jeu immersif, par exemple, qui va être mis à disposition des médecins
pour les entraîner justement à faire face à des situations en fait où les patients qu'ils auraient devant eux en fait seraient potentiellement en fait hésitants vaccinaux. Et donc voilà, les aider aussi en fait finalement à pouvoir suivre en fait une démarche qui soit respectueuse en fait de la personne, respectueuse de la personne, tout en permettant potentiellement aussi de pouvoir récolter en fait des données qui sont standardisées, qui pourraient être remontées par exemple. Deuxièmement, on a pour projet aussi sur Juggle de pouvoir commencer en fait à pouvoir fournir en tant qu'outil pour les participants la possibilité de designer des campagnes avec des actions très simples pour les participants et ainsi permettre en fait d'aller récolter des données en fait sur le terrain, que ce soit des données sociales comme par exemple poser une question en fait à un citoyen ou à un patient, ou que ce soit en fait des observations environnementales par exemple. Si je peux me permettre d'ajouter un élément sur la partie digitale et représentativité en fait des échanges des patients vis-à-vis de la population générale. Dans la vaccination, on a des populations qui sont à peu près, enfin, dans nos premières études qu'on a fait autour de la vaccination, on est sur 70 000, 100 000 personnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans des études épidémiologiques, on peut avoir des cohortes de 5 000, 10 000, quand c'est de grosses cohortes, patients. Et on connaît, via l'épidémiologie, comment on peut calculer la représentativité d'un échantillon vis-à-vis de la population générale. Dans le cas de la vaccination, ça marche assez bien. C'est-à-dire que déjà, premier élément, on a l'idée reçue que les seniors ne sont pas connectés. Bon, c'est totalement faux. Certes, c'est moins important que les 18-25 ans, c'est certain, mais on n'a pas une absence totale de cette classe d'âge. Deuxième élément, c'est assez représentatif sur la vaccination, ça l'est moins dans d'autres sujets. C'est-à-dire que pour chaque pathologie, chaque enjeu de santé publique, ce questionnement de représentativité, il est à la base de la réflexion. C'est-à-dire, est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce qu'il y a des échanges sur ce sujet-là? Est-ce que ces échanges-là sont représentatifs de la population qui est atteinte du syndrome ou de la population qui est autour de la vaccination? Et enfin, c'est quelles données, quelle information on en retire de ces échanges-là. Donc la question de la représentativité, c'est le matin, est assez centrale. Et c'est le cas dans la vaccination, mais dans certains cas, ça l'est moins. Mais, Bonjour. Vous évoquez assez peu le lien avec les acteurs en charge de la santé publique. Est-ce qu'il y a des initiatives communes et comment ils vous perçoivent? Alors, je vais prendre cette question plutôt du côté Sanofi. Il y a bien sûr avec les professionnels de santé, ils sont informés, ils reçoivent des informations sur la maladie, les symptômes, les solutions. Donc la vaccination, en général, on n'est pas dans du promotionnel, on reste sur la solution. Voilà, c'est faire de la prévention primaire, c'est-à-dire avant même que la personne soit exposée. Et ça, c'est fait auprès des généralistes, essentiellement des pédiatres, beaucoup. Et on commence à toucher des nouvelles catégories de professionnels de santé qui étaient ignorées jusque-là. C'est notamment les nurses, enfin les infirmières et les sages-femmes. Sages-femmes parce que on s'aperçoit que la vaccination durant la grossesse est un moyen d'apporter au bébé les anticorps de la maman qui le protégeront contre certaines pathologies. Et je vais prendre comme exemple la grippe. Alors ça paraît pas forcément évident, mais un enfant, un nourrisson qui a la grippe, c'est un nourrisson typiquement qui va se retrouver en réanimation avec une pneumopathie ou une pneumonie, mais qui n'a pas un système immunitaire mature pour lutter contre la grippe. Et souvent, ça se termine pas très bien. Donc l'idée, c'est de proposer aux femmes enceintes, 3e trimestre, venez vous faire vacciner contre la grippe. Bien sûr, si on parle d'une naissance qui sera pendant la saison grippale. Et elles sont extrêmement réactives, elles ont une force de recommandation qu'on ne voit malheureusement pas vraiment chez les médecins, ce qui est très dommage. Et juste rapidement, cette idée d'aller voir ces autres professionnels de santé, c'est né du moment où on a réalisé que les médecins n'étaient pas. Donc on est aussi allé voir les pharmaciens. On a été soutenu par le ministère de la Santé. Et maintenant, on peut se faire vacciner contre la grippe en pharmacie.
Et pour compléter, on a été rencontré en effet beaucoup d'acteurs publics lors de la préparation de ce programme. On était sur un temps de préparation qui était court, une exécution qui était courte. On était vraiment dans un mode très agile. Et donc, des acteurs comme l'ARS ou les universités de pharmacie ou de médecine, tous ont vraiment été très enthousiastes à l'idée en fait, de pouvoir prendre part en fait, à ce programme. Leur capacité cependant de réaction et de mise en place était juste trop longue par rapport en fait au début et à la fin du programme en fait. Donc évidemment c'est pour ça que je parlais en effet de la nécessité de pouvoir travailler aussi avec des acteurs qui dans un premier temps sont très agiles pour démarrer. Par contre sur le long cours évidemment qu'ils vont pouvoir arriver. En fait la porte leur est totalement ouverte absolument. Je vois une dernière question. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Non. Ok. Non. Bon, on sera dans le fond si vous voulez nous poser des questions complémentaires. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne Madi Keynote. Bonne journée. Merci à tous.